Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, je suis ravie de te retrouver après 2 semaines d'absence. Première semaine d'absence parce que je me suis fait opérer du doigt et du coup la récupération post-op, elle a été quand même plus longue que prévu. J'ai tendance à être pathologiquement optimiste. Donc moi je pensais qu'en 2-3 jours c'était réglé. Bon, je m'étais un peu fourvoyée. Et 2e semaine, j'ai dû de nouveau m'absenter à cause de sombre histoire familiale. Mais c'est super parce que je vais avoir encore plein de sujets à aborder avec toi. On va parler dans les prochaines semaines, une fois que tout ça se sera un petit peu apaisé, résolu, de parents toxiques et de dynamique familiale. Voilà, juste pour te faire un petit teaser. En tout cas, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du petit déjeuner. Parce que, on va pas se mentir, quand on est une mangeuse compulsive, qu'on est obsédé par la minceur et la perte de poids, et qu'on pense à la bouffe du matin au soir, le petit-déj, c'est le premier contact avec nos prises de tête, concernant la bouffe. On se demande, alors qu'on n'a même pas encore posé un pied par terre, qu'est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? En général, on fait notre analyse en fonction de ce qu'on a mangé hier ou du programme de la journée. Typiquement, est-ce qu'il y a un resto de prévu? On va se dire, oh là, j'ai envie de manger du sucré, mais c'est pas bien. Ou alors, on se dit, j'ai pas faim ce matin, mais faut que je me force à manger quelque chose parce que sinon, je vais me jeter sur n'importe quoi plus tard. Et moi, je récupère aussi des clientes, des femmes qui font le même petit déjeuner depuis des décennies, littéralement des décennies. Et pas parce qu'elles aiment ce petit déjeuner, mais parce qu'elles pensent que c'est bien, que c'est la meilleure option, ce qui va les aider à perdre du poids. Et tu sais, le combo un peu, on va dire pas idéal, mais le truc qui revient tout le temps, tu l'as peut-être entendu aussi, c'est 2 biscottes, 10 grammes de beurre, un thé et un fruit frais, notamment le kiwi. Et je pense à Isabelle qui faisait ce petit déjeuner depuis près de 15 ans parce que un jour elle était tombée là-dessus. C'était un conseil, je sais pas, d'un énième régime idéal dans un magazine féminin. Donc depuis 15 ans elle faisait ce petit déj et le paradoxe c'est qu'elle déteste le kiwi. C'est juste fou. Je récupère aussi des femmes qui se sont mises au jeûne intermittent, convaincues que sauter le petit déjeuner va les aider à maigrir, mais qui au final se retrouvent déçues et encore plus engluées dans les compulsions alimentaires. Tout ça, tout ce que je te décris, c'est tellement de prise de tête avec la bouffe que j'ai moi-même connue dès le début de journée. Alors dans cet épisode, on va essayer de démêler le vrai du faux, ou en tout cas, on va faire de notre mieux pour démêler les croyances. Tu vas voir, je vais te partager simplement mon avis, mon expérience, mes observations. Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, mais vraiment des questions que je vais t'inviter à te poser différemment pour voir le sujet sous un autre jour. Alors au programme de l'épisode aujourd'hui, on va se demander pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé à faire du petit déjeuner un repas aussi compliqué et j'ai envie de dire aussi sacré. Et puis, je vais venir décortiquer vos 9 questions, croyances et peurs les plus courantes sur le petit déjeuner. Je vous ai posé la question sur Instagram et on va parler de protéines, on va parler de sucre, on va parler de glycémie, on va parler des viennoiseries, on va parler du fait d'avoir faim ou pas faim. Et puis, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je te partagerai ma recommandation pour retrouver de la sérénité. Mais pour commencer, on va se parler des origines de l'injonction du petit déjeuner. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est convaincu que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée? Et j'ai fait un petit sondage sur Insta et vous êtes plus de 60% à être convaincus que c'est le repas le plus important. Alors en fait, il faut remonter un petit peu le temps. Nous aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est le petit déjeuner, façon, j'ai envie de dire Kellogg's, avec les céréales, le lait, les fruits, les tartines, etc. Mais avant Kellogg's, on mangeait quoi au petit déjeuner? Avant que les céréales industrielles ne viennent s'imposer sur nos tables de petit déjeuner, un grand renfort de marketing pseudo-santé, le petit déjeuner finalement, c'était un repas beaucoup plus variable qui était,
on va dire, beaucoup moins sacralisé, que ce soit culturellement ou socialement. En Europe, c'est-à-dire en France, au UK, Allemagne au début du 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle, dans la France rurale, on mangeait souvent des restes de la veille. Ouais, on mangeait du pain rassis trempé dans du lait ou dans du vin, on mangeait du fromage, on mangeait du lard ou rien du tout. Les ouvriers, les paysans, eux, ils prenaient souvent juste un petit café noir, parfois coupé au lait, un morceau de pain. Et le vrai premier repas pouvait être pris à la pause de 10 heures, on appelait ça le casse-croûte. La bourgeoisie, elle commençait à consommer des produits plus rares comme du chocolat chaud, des viennoiseries, mais ça restait vraiment rare et festif. Donc tu vois, à l'époque, le petit déjeuner n'était pas vu comme un must métabolique, mais vraiment comme un repas d'opportunité, davantage lié à l'activité physique, au statut social et à la disponibilité. Et aux États-Unis, pour le coup, les petits déjeuners, c'était beaucoup plus riche, plus lourd, souvent salé avec les œufs, le bacon, les haricots, les pommes de terre, le pain de maïs, les biscuits. C'est vraiment une sorte de brunch et c'était vraiment, on va dire, culturel. C'était la norme dans beaucoup de foyers, surtout à la campagne. Et en fait, à l'époque, tu vois, là on est vers les années 1890, les médecins hygiénistes de l'époque commençaient à s'inquiéter de ces repas trop lourds pour commencer la journée. Et là, tout a changé. Parce que, à la fin du 19e siècle, il y a un homme qui est arrivé, qui a vraiment changé la donne. Cet homme, c'est John Harvey Kellogg. Ouais, le fameux inventeur des céréales Kellogg's. Mais tu vois, en préparant cet épisode, j'ai été creuser un petit peu plus sur le bonhomme. J'ai découvert des choses complètement hallucinantes. Est-ce que tu savais que oui, il a inventé les céréales Kellogg's, mais qu'à la base, c'est un médecin adventiste qui était obsédé par la santé intestinale et surtout la pureté morale. Il était convaincu que manger léger, végétarien et éviter les excitants, y compris le sexe et la masturbation, passait aussi par les céréales du petit déjeuner. Et il a inventé les cornflakes avec son frère. Alors la recette, on dit que c'est une sorte d'accident, ils voulaient faire une sorte de granola, ils l'ont laissé trop cuire au four, ils ont écrasé les pétales, ils ont fait griller et ça a donné les fameux pétales de maïs cornflakes. Et voilà, mais à la base, c'était censé être un repas fade et rassasiant pour calmer les ardeurs sexuelles. Alors bon, ça, sur le site internet de Kellogg's, on te parle des 100 ans d'histoire et des grandes dates de l'invention des céréales, mais on oublie de te dire que le bonhomme, quand même, il préconisait l'abstinence sexuelle totale jusqu'à 25 ans, et il préconisait aussi la circoncision pour les garçons, pour éviter la masturbation, et carrément les brûlures au phénol du clitoris des femmes pour leur passer leur envie de se masturber. Donc tu vois, ça m'a fait découvrir quand même aussi un passé un peu sombre sur l'invention de nos céréales. Et ça, encore une fois, si tu vas sur le site internet de la marque, on oublie complètement de le raconter. Mais bon, bref, revenons à nos pétales de blé soufflé. Tu vois, là, début du XXe siècle, boom, marketing, industrialisation de ces fameuses céréales. C'est devenu un produit facile. Il y a eu toute une éducation scolaire aussi autour du petit déjeuner. Et là, c'est vraiment devenu une norme culturelle imposée. Donc, en résumé, avant l'avènement de Kellogg's, on ne mangeait pas de céréales sucrées, on ne mangeait parfois rien du tout. Le petit déjeuner, c'était un repas pragmatique, pas un rituel santé, on mangeait les restes, souvent les restes du repas de la veille, et surtout vraiment, ce n'était pas un repas universel. Mais tu vois, ensuite, tout le marketing est arrivé. Et ça a vraiment été une vague déferlante. Alors oui, on parle de Kellogg's, mais ensuite, il y a eu d'autres, entre guillemets, innovations qui ont fini de nous convaincre que le petit déjeuner, c'était vraiment un repas incontournable. Et il y a notamment les biscuits du petit déjeuner comme Belvita. Et tu vois, encore une fois, Belvita, c'est une invention marketing, pas nutritionnelle. À l'origine, ces biscuits-là, ces biscuits du petit déjeuner, ça n'existait pas. Manger des biscuits le matin, c'était considéré comme un truc d'enfant, un peu régressif. Ou alors, c'était une solution de secours quand vraiment on était pressé. Mais dans les années 90-2000, le marché du petit déjeuner sature. En fait, que ce soit les céréales, les laitages, les jus, tout est déjà trusté par Kellogg's, mais aussi Nestlé et Danone. Il n'y a plus vraiment de place pour les autres acteurs. Alors les marques, elles ont tout simplement cherché une nouvelle porte d'entrée le matin. Elles ont voulu entrer comme ça dans nos assiettes, sur les tables du petit déjeuner dès la première heure. Et là, ils ont eu une idée de génie. Ils ont inventé un nouveau moment de consommation.
le biscuit spécialement conçu pour le petit déjeuner. Et tu vois, sur le positionnement de ce type de produit, on va pas te parler de plaisir, on te parle pas de gourmandise, on te parle d'énergie durable, de libération progressive des glucides, de tenue jusqu'à midi. Le storytelling est parfait pour une population pressée, culpabilisée de mal manger, mais accro au format pratique. Et donc, c'est comme ça que l'entreprise LU a créé Belvita au début des années 2000. Et le nom évoque, tu vois, en plus très positivement, la belle vie et la vitalité. Et surtout, on est sur une alimentation fonctionnelle. Vraiment, l'objectif, c'est de répondre à ceux qui n'ont pas le temps de petit déjeuner, mais veulent avoir bonne conscience. Oui, tu manges un biscuit, mais on te dit que c'est équilibré, que c'est étudié, que c'est sain. Donc, il y a vraiment ces promesses que c'est enrichi en vitamines, que c'est source de fibres, que il va y avoir une libération lente des glucides. Bon, en vrai, merci à l'amidon modifié et aux farines raffinées qui permettent cela. Que tu peux le manger en voiture, dans le métro, devant ton ordinateur ou à la pause, tu vois, la cour de récré de 10h le matin. Mais quand tu regardes la compo, typiquement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a du sucre, il y a de la farine blanche, il y a de l'huile végétale et il y a des arômes. C'est un biscuit déguisé en aliment santé. Mais pourquoi ça marche tout ça ? Parce que ça rassure. Ce genre de produit coche les cases mentales. J'ai pas faim, mais je mange quand même, donc je suis une bonne élève. C'est pas une viennoiserie, donc c'est mieux. C'est étudié pour, donc je fais un bon choix. Et d'ailleurs, c'est souvent je fais un bon choix pour moi et aussi pour mes enfants, parce que il y a quand même souvent, on va dire, la destination finale qui est pour les mamans pressées qui veulent quand même avoir un petit déjeuner on va dire sain pour leurs enfants. Mais la réalité, c'est que ton corps ne s'est jamais dit « Tiens, j'ai envie d'un biscuit enrichi en fer et en fibres au blé complet, compressé dans un sachet plastique. » Notre corps, il veut du vrai, il veut du vivant, il veut du respect. Ça doit rester tout ça du dépannage. Les biscuits du petit déjeuner n'ont pas été créés pour ton corps, ils ont été créés pour les rayons des supermarchés. Et c'est pas ton estomac qui le nourrisse, c'est un marché. Mais tu vois, je voulais t'en parler plus en détail parce que ça nous aide à comprendre comment pernicieusement les marques et les annonceurs sont venus instiller en nous, et j'ai envie de dire malgré nous, des règles, de la peur, des dictates, des injonctions et de la culpabilité. Et c'est carrément fou. Alors du coup, je voudrais venir répondre et peut-être un petit peu démêler toutes les peurs et les croyances que tu te poses certainement aujourd'hui autour du sujet du petit déjeuner. Donc je te disais, j'ai simplement fait des petits sondages sur Instagram et j'ai halluciné de la vague de réponses que j'ai eues. Je savais que le sujet vous intéresserait, mais je pensais pas que c'était à ce point une prise de tête. Donc j'ai sélectionné, j'ai catégorisé 9 grandes questions, peurs, sujets, croyances qui reviennent. La première, c'est « Dois-je prendre un petit déjeuner si je n'ai pas faim ?» Alors imagine, tu te lèves, il est peut-être 7h du matin, t'as encore l'estomac noué du dîner d'hier. T'as pas faim, mais dans ta tête, il y a cette petite voix qui te dit « Faut pas sauter de repas. Le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. » Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu manges. Tu vas prendre un bol de céréales, sans envie, sans plaisir, tu te sens lourde et déjà t'es en décalage. Et si en fait, ton corps te disait « Non, c'est pas le moment de manger. Je suis pas encore prêt à recevoir de la nourriture. » Et si tu commençais à l'écouter vraiment. Manger sans faim, c'est déjà sortir du respect. T'as pas été conçu pour ingurgiter sur commande à un horaire donné. Mais quand ton corps a fait son travail de digestion de la nourriture, d'assimilation des nutriments, de nettoyage aussi, on va dire, de tout le système intestinal et de tous les déchets créés par l'alimentation. Donc, si t'as pas faim, j'ai envie de te dire que c'est pas que tu dois pas manger, c'est juste que c'est pas le bon moment pour manger. Donc effectivement, dans ces cas-là, pourquoi pas prévoir un encas, mais on va en parler un petit peu plus loin. Prévoir le au cas où, si jamais, ça a aussi ses limites, mais je vais rentrer plus dans le détail après. La deuxième question qui revient souvent, c'est et si je mange pas ? Est-ce que je vais me jeter sur n'importe quoi plus tard ? Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui revient souvent, cette peur que si je mange pas maintenant,
je vais avoir trop faim en réunion à 11h. Et tu te fais vraiment un petit déjeuner par anticipation de la catastrophe, pas par besoin, pas par plaisir, juste par peur. Et je voudrais te citer l'exemple d'Élodie. Élodie, avec qui j'ai travaillé longtemps sur le programme Déjeuner en paix, elle me partageait que la dernière fois, elle avait une journée de réunion. Elle savait que dès le matin, elle serait accueillie par un panier de viennoiseries. Mais Élodie, en fait, elle continue d'avoir envie de mincir, faire attention à sa ligne, continue d'être convaincue que la viennoiserie, ça va faire grossir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ces matins-là ? Elle mange son bol de muesli habituel avec de la banane. Et tant qu'à faire pour bien se caler et bien résister aux viennoiseries, elle prend pas juste un bol et une banane, elle prend un gros bol avec double ration de banane. Sauf que, qu'est-ce qui se passe plus tard quand elle arrive à la réunion, quand elle arrive à cette journée de réunion ? En fait, les viennoiseries hurlent son nom. Et elle a beau se dire, non, je résiste, elle craque. Et elle va pas prendre une viennoiserie, elle va en prendre peut-être 2, 3, 4. Mais encore une fois, elle mangera ses viennoiseries non pas parce qu'elle a faim, ce n'est pas le cas, effectivement, son muesli, sa banane l'ont calé, mais à cause de la restriction cognitive, à cause de cette conviction que elle n'a pas le droit de manger les viennoiseries. Donc quand elle en mange pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours. Donc tu vois, manger de cette façon par anticipation au cas où, c'est un mauvais calcul. Parce que au final, une viennoiserie, vous m'avez beaucoup demandé aussi, mais les viennoiseries, ça fait vraiment grossir, c'est calorique. Une viennoiserie, en moyenne, c'est 350 à 400 calories. Et là, je te parle pas des mini viennoiseries, je te parle vraiment du gros pain au chocolat. Donc en vrai, c'est pas plus de calories qu'un petit déjeuner classique. Alors, effectivement, il y a peut-être moins de protéines, il y a moins de fibres, il y a moins de nutriments que si tu manges quelque chose, j'en sais rien moi, avec des fruits, avec des œufs, etc. Mais en termes d'apport calorique, ça fait le job. C'est pas ça qui va te faire grossir. Encore une fois, tu ne grossiras que si ta balance calorique est positive. Donc, manger un pain au chocolat, manger un croissant de temps en temps, ce n'est pas ça qui va te faire grossir. Ce qui te fait grossir, c'est au contraire manger ton petit déjeuner par anticipation et ensuite manger les viennoiseries comme une junkie parce que t'es convaincu que tu fais quelque chose de mal. Donc vraiment, pose-toi la question dans ces moments-là, est-ce que je mange pour nourrir mon corps ou est-ce que je mange pour me protéger d'une peur future sur un aliment ou pour d'autres raisons. Tu vois, parce que ça va aussi t'aider à te guider dans tes choix. Ensuite, une autre question qui est revenue, c'est sur, évidemment, le jeûne intermittent. Est-ce que c'est bien ou pas ? Et t'as peut-être aujourd'hui tout lu sur le jeûne intermittent, tu vois partout que c'est vraiment la solution miracle, c'est anti-inflammatoire, c'est brûle-graisse, ça permet un reset métabolique. Alors tu te dis, ok, je saute le petit-déj. C'est pas trop compliqué de rester 12, 14, 16 heures sans manger. Quand je saute le petit déjeuner, vu qu'il y a la nuit, plus le matin, je vais manger à midi, quoi. Et j'ai envie de te dire, le jeûne, c'est pas un problème en soi, s'il est pratiqué dans le respect du corps, et pas pour contrôler le poids, pas dans une logique de restriction calorique, pas dans une logique de punition. Et le jeûne n'est pas un problème non plus si t'es pas dans une relation chaotique avec la nourriture. Donc une chose est sûre, si aujourd'hui tu as des compulsions alimentaires, jeûner, c'est comme secouer un volcan en espérant qu'il se calme. C'est vraiment contre-productif. Jeûner, dans ton cas, ça va juste créer plus de rumination mentale, plus de peur, plus de restrictions cognitives et donc plus de craquage, de compulsions alimentaires et d'excès en tout genre. Donc, le risque pour celles qui pratiquent le jeûne intermittent, c'est que tu mangeras le matin, mais vers 11h, 11h30, t'as le ventre qui gargouille, t'es accroché à ta montre, t'as envie de tout défoncer, et à midi et demi, parce que souvent t'es obligé de te caler aussi sur les collègues, ou sur, on va dire, les normes sociales pour aller déjeuner, tu vas pas aller manger à 11h45 comme les enfants en primaire, t'es obligé d'attendre, mais du coup là ta faim elle est vraiment démesurée et du coup poussé par cette faim excessive, tu vas effectivement risquer de manger beaucoup, de manger dans le stress, d'être vraiment affamé, de manger en plus grosse quantité tout le reste de la journée. Donc t'es susceptible aussi de faire des craquages le soir aussi parce que psychologiquement tu te dis c'est pas grave, il y a le reset de la nuit et de la matinée, comme je fais pas de petit-déj. Donc ça peut aussi te donner une excuse à la suralimentation du soir, puisque demain tu considères que tu jeûnes. Et tu vois, parfois celles qui tentent le jeûne intermittent, alors qu'elles n'ont pas conscience que c'est
très difficiles, voire impossibles, quand on a une relation dysfonctionnelle avec la nourriture, elles peuvent être amenées à se dire « j'ai pas de volonté ». Mais la réalité, c'est que le jeûne, c'est pas fait pour punir un corps en chaos. C'est pas un outil de contrôle. C'est avant tout une pratique de présence. Donc vraiment, si tu t'intéresses au jeûne intermittent, je t'invite quand même à écouter dans le détail l'épisode 80 que j'ai entièrement consacré à ce sujet. Le jeûne intermittent fait-il perdre du poids? Ça va te donner plus d'éléments de compréhension. Ensuite, le sujet numéro 4, la question numéro 4 que vous m'avez posée, c'est « Mais Joanne, si je mange pas, je vais tomber dans les pommes, hein? Ou alors je vais me jeter sur n'importe quoi. » Et ça renvoie au fait qu'il y a une croyance profondément ancrée que nous, et j'ai envie de dire, surtout nous les femmes, hein, c'est quand même un caractère qui est attribué au féminin, nous sommes des sortes de bêtes féroces qui ne savons pas nous contrôler. Et qu'un apport de nourriture en continu peut nous rassurer et peut nous calmer. Et en fait, ce qui se cache au fond derrière, c'est plutôt une peur. La peur de mourir de faim et la peur du manque. Peur de manquer de nourriture, mais aussi d'amour, d'opportunité, et en général, ça renvoie à des blessures beaucoup plus profondes. Il y a cette idée que si je mange pas maintenant, ça va me manquer plus tard. Tu vois, plus tard, je n'aurai rien, plus tard, je serai démunie, plus tard, je serai vulnérable. Et ici, moi, j'ai vraiment envie d'attirer ton attention sur la place de la peur du manque dans ta vie. Est-ce que aujourd'hui, tu as peur d'avoir faim? Tu as peur de manquer? Est-ce que tu arrives à gérer une absence de repas ou est-ce que ça te met totalement en panique, hein? Et est-ce que tu manges du coup pour nourrir ton corps ou pour calmer cette peur? L'épisode 26, il est consacré à la peur du manque. Il peut t'aider aussi à approfondir cette problématique si tu te reconnais. Ensuite, la question 5 que j'ai sélectionnée, c'est « Je pars tôt et j'ai pas faim. Est-ce que je me force? Est-ce que je prévois un encas ?» Donc ça rejoint un point qu'on a vu précédemment, mais je sais que vous êtes nombreuses. Je pense notamment aux infirmières de nuit, mais voilà, vous êtes nombreuses aussi à travailler en horaire décalé. Et peut-être que tu te retrouves dans la voiture à 6h45 et t'as les yeux encore collés et t'as pas faim. Mais tu t'enfiles une barre parce que faut pas partir le ventre vide. Donc le résultat, c'est que t'arrives au boulot ballonné, déconnecté et déjà agacé, déjà en colère contre toi-même de pas avoir été capable de tenir ta promesse, de faire attention à ce que tu manges. Et le problème, c'est qu'à 9h30, t'as quand même faim. Et pourquoi t'as quand même faim? Peut-être parce que t'as pas apporté à ton corps ce dont il avait besoin, ce dont il a besoin en début de journée. C'est essentiellement des protéines, des fibres. Mais tu vois, dans typiquement une barre céréale, tu vas avoir des glucides, du sucre. Donc en fait, ton corps, quand il émet les signaux de la faim, il te dit pas juste j'ai besoin de nourriture. Il te dit j'ai pas eu les nutriments dont j'ai besoin. C'est la raison pour laquelle parfois on peut être nourri, mais avoir encore faim. C'est la différence entre fed et nourished en anglais, qu'on n'a pas forcément en français. Quelque chose qui nourrit en profondeur au niveau de tes cellules, et juste quelque chose qui te nourrit au niveau calorique. C'est la raison pour laquelle tu peux manger parfois dans un fast-food, et puis 2 heures plus tard, t'as encore faim alors que tu t'es enfilé 1500 calories de menu maxi best-of. Tu vois. Donc il y a quand même aussi une notion de qualité. Prévoir un encas, ok, mais est-ce que j'ai vraiment faim pour cet encas? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce qu'il va apporter à mon corps ce dont mon corps a vraiment besoin? Et du coup, en termes qualitatifs, il y a une question aussi qui revient souvent, qui est qu'est-ce qu'on doit manger au petit déjeuner? Est-ce que c'est mieux du sucré ou du salé? Et c'est normal que tu te poses ces questions parce que tu veux bien faire. Tu vas prendre un smoothie, des flocons d'avoine, un yaourt végétal, ou alors comme Isabelle, les 2 biscottes, noisettes de beurre, kiwi, yaourt thé vert. Donc t'as l'impression de cocher toutes les cases santé. Mais en fait, tu rêves d'une tartine beurre confiture. Et tu prends un porridge à la compote parce que c'est plus sain, ou des biscottes avec la noisette de beurre et le kiwi parce que on t'a dit que c'était ça qu'il fallait manger. Et chaque matin, tu recommences frustrée, insatisfaite et affamée plutôt que prévu. Et à 10h, tu te retrouves peut-être à grignoter des biscuits, peut-être des biscuits Belvita parce que t'es affamée. Donc tu vois, pourquoi ça t'arrive? Parce que t'as mangé avec ta tête et pas avec ton corps. T'as pas demandé à ton corps ce dont il avait besoin et envie. T'as demandé à ta tête ce qui paraissait être la meilleure option, ce qui paraissait être le plus raisonnable. Donc la question c'est vraiment au final, est-ce que ton petit déjeuner te fait vraiment du bien? Est-ce qu'il soutient ton niveau d'énergie et de vitalité?
ou est-ce qu'il te donne bonne conscience? Et la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de petit déjeuner idéal. Ça va vraiment dépendre et être différent d'une personne à une autre, en fonction de la météo, de l'activité physique, de l'âge, du métabolisme aussi, typiquement, ton pourcentage de masse musculaire va avoir un impact sur la nourriture que tu as besoin de manger pour nourrir ton corps. Donc, moi, ma conviction, c'est que ce qui est important, c'est vraiment de donner à son corps ce dont il a besoin dès le début de journée aussi pour le rassurer. Moi, c'est pour ça que depuis longtemps maintenant, presque 1 an, je mange la même chose. Je mange 2 toasts avec des œufs. Pas parce qu'on m'a dit qu'un petit déjeuner salé, c'était bien, mais parce que j'ai fait l'expérience par moi-même. Quand je mange ce petit déjeuner, en fait, déjà en goût, je trouve ça hyper bon, hyper agréable, je m'en lasse pas du tout. J'enlève une rumination mentale chaque matin de me dire qu'est-ce que je vais manger ce matin. C'est un peu comme Steve Jobs qui décidait de s'habiller avec le même col roulé noir et le même jean tous les jours. Voilà, on a tellement de fatigue décisionnelle au cours de la journée que si on peut s'en éviter le matin, c'est quand même pas nul. Et j'ai observé sur moi-même que ça me permettait de soutenir mon énergie toute la matinée. Et c'est important pour moi parce que je fais beaucoup de coaching sur l'heure du déjeuner. Donc il m'arrive souvent de prendre un petit déjeuner entre 8h et 9h et ensuite de ne pas manger jusqu'à 14h. Donc ce petit déjeuner-là, il me convient. Il va, comme on dit, me tenir au corps jusqu'à potentiellement 14h. Je te dis 14h, des fois c'est même 14h30, 15h si j'ai encore des trucs à boucler après mes coachings. Donc tu vois, c'est important aussi d'apprendre ce qui fonctionne pour toi et de faire l'expérience par toi-même et pour toi-même. Et tu vois, cette conscience et cette confiance dans mes signaux alimentaires, c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis avec le temps, avec l'expérience, mais aussi parce que j'ai été guidée par des personnes qui m'ont montré comment faire. J'ai réappris tout ça, même si ça paraît basique, et on se dit on ne devrait pas réapprendre à manger, mais si, parfois on a besoin de déconstruire toutes nos croyances et nos peurs pour réapprendre à manger. Et tout ce que j'ai appris, compris, expérimenté, je l'ai encapsulé. Dans ma méthode Mission Sensation Alimentaire, c'est vraiment mon programme Passage à l'action pour t'aider toi aussi à découvrir ce qui est bon pour toi et à être capable de manger ce que tu veux et ce que tu aimes sans excès. Tu vois, parce que vraiment c'est possible. Au final, ton corps, il n'a pas besoin d'étiquette santé, il a besoin juste d'être écouté. Et rappelle-toi que faire des choix raisonnables, ça conduira toujours à de la frustration qui, tôt ou tard, finit par exploser et s'exprimer sous forme de compulsion alimentaire. Donc voilà, pour moi, manger salé, c'est vrai que ça fonctionne mieux. Vous avez été nombreuses à me partager que c'était votre expérience aussi. Donc voilà, vous me dites, voilà, quand je mange des œufs, un avocat, une tartine, je tiens jusqu'à midi sans y penser. Donc si c'est le cas, fais-le. Mais je sais que vous êtes trop nombreuses aussi aujourd'hui à l'avoir expérimenté, mais à ne pas oser le faire, ou à ne pas oser le faire tous les jours. Pourquoi? Il y a une raison à décortiquer. Parce que pour beaucoup d'entre vous, le petit déjeuner est le seul moment de la journée où le sucré ne te donne pas trop mauvaise conscience. Eh ben ouais, manger sucré en fin de journée, ça nous fait flipper, ça nous fait culpabiliser, mais manger du granola ou j'en sais rien moi, des Choco Pops le matin, on a l'impression que c'est plus moralement acceptable. Tu vois? Puis bon, après, il y a aussi d'autres peurs et d'autres croyances sur, je sais pas, si je mange des œufs et du jambon, il y a du cholestérol dedans, donc je vais avoir du cholestérol, etc. Mais tu vois, la clé là-dessus, c'est de revenir à l'intelligence du corps et de commencer à te faire confiance. À faire confiance à tes signaux, à tes ressentis et à ton expérience. Voilà. Et du coup, là-dessus, il y a ici une peur que j'ai notée qui est revenue, c'est si je commence la journée par du sucre, j'ai envie de sucre toute la journée. Alors moi, je l'interroge, cette observation. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que c'est la culpabilité que tu as ressentie? Parce que je t'ai dit, pour certaines, manger des Choco Pops le matin, c'est acceptable, mais pour d'autres, c'est inacceptable. Pour d'autres, manger des Choco Pops le matin, c'est avoir commis une faute, un péché dès la première heure de la journée. Donc là, si t'as cette observation de si je mange du sucre le matin, j'ai envie de sucre toute la journée, ou j'ai des compulsions alimentaires sur du sucré, est-ce qu'en vrai, ce serait pas plus du foutu pour foutu? Est-ce que c'est pas juste que t'as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal?
dès le démarrage de ta journée. Je te propose un épisode complet sur le sujet du foutu pour foutu, c'est l'épisode 92, foutu pour foutu, 3 clés pour reprendre le contrôle. Ça peut vraiment t'aider aussi à décortiquer si c'est quelque chose que tu expérimentes aujourd'hui. Et enfin, la dernière peur, j'ai envie de dire le dernier blocage autour du petit déjeuner que vous m'avez partagé, c'est « Joanne, j'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner. J'ai pas le temps. » Alors je le sais, vous êtes nombreuses à être des femmes actives, à avoir des familles, parfois des enfants en bas âge, des responsabilités, une maison à faire tourner, un boulot qui vous attend. Mais je veux vraiment que tu prennes conscience de l'impact de cette phrase sur ta perception de toi-même. Ça veut dire quoi, j'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner? Ça veut dire quoi en fait sur toi-même, sur ta valeur, sur l'importance que tu t'accordes? J'aime rappeler que le temps, on ne le trouve pas. Le temps, on le prend pour ce qui est important. Donc, si t'as pas 10-15 minutes pour le petit déjeuner le matin, t'as le temps pour quoi? Est-ce que tu dirais à tes enfants, hop, pas le temps pour le petit déj ce matin, on est à la bourre? Ou est-ce que tu dirais, oh là là, on n'a pas le temps de se brosser les dents là, on est trop en retard? Ou non, on va pas mettre de chaussettes ce matin, on n'a pas le temps. Hein? Ça paraît fou. Mais finalement, quand tu me dis, j'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner, c'est ça que tu me dis aussi. Qu'est-ce qui est plus important pour toi aujourd'hui que l'énergie que tu apportes à ton corps? Il faut vraiment que tu prennes conscience que cette phrase, c'est pas juste une histoire de manger. C'est pas juste une histoire de rapport à la nourriture. C'est un message que tu t'envoies. Je ne mérite pas de prendre du temps pour moi. Je ne mérite pas de m'écouter. Je ne mérite pas de me prioriser. Il n'y a pas de place pour moi. Et ça renvoie à toute notre problématique de l'alimentation émotionnelle qui est essentiellement une difficulté à trouver sa place dans son rapport à soi-même et aux autres. Mais tu vois à quel point une simple phrase, j'ai pas le temps de petit déjeuner, a un impact et une résonance immense. Et t'as vraiment besoin de résoudre ça. Donc, mon message central pour cet épisode, c'est vraiment que tu comprennes que le plus important, ce n'est pas ce que tu manges, ni quand, ni comment tu décides de le faire. Ce qui est important, c'est ta capacité à t'écouter, à te respecter, et à sortir de la peur et de la culpabilité. Au final, c'est pas le petit déjeuner qui est sacré, c'est ta capacité à écouter ton corps. C'est cette écoute-là qui doit redevenir la référence absolue. Et exercer cette compétence dès le matin, jour après jour, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Alors, moi, je te lance cette invitation. Et si tu commençais à faire le test dès ce matin, si t'as pas encore pris ton petit-déj, ou dès demain matin? Pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que je peux attendre 1 heure ou 2? Est-ce que l'idée de partir sans avoir de la nourriture avec moi m'angoisse? Est-ce que je vais choisir un repas que je vais avaler en mode pilotage automatique, ou est-ce que je vais prendre le temps de simplement demander à mon corps de quoi il a besoin ce matin? Et si tu te rends compte que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'être guidé pas à pas sur ce cheminement, je ne peux que t'inviter à rejoindre mon programme Mission Sensation Alimentaire, 30 jours pour réapprendre à reconnaître et à respecter ces sensations alimentaires de faim et de satiété pour pouvoir manger ce que tu aimes sans excès. Tout ça sur 30 jours. Mission Sensation Alimentaire, c'est un programme vraiment de passage à l'action dont je suis extrêmement fière. Plus de 250 femmes l'ont déjà rejoint avec des résultats qui dépassent mes attentes les plus folles. Dès les premiers jours, elles sont capables de se faire le cadeau de la faim, de dire non à une viennoiserie ou au contraire de s'offrir une viennoiserie avec tout leur sens. Et la nourriture et notamment le petit déjeuner n'est absolument plus un problème pour elles. Tu auras accès à une vidéo par jour avec un conseil concret et pratique à mettre en œuvre tout de suite. On est vraiment dans le passage à l'action. Tu vas voir avec ce programme-là et tu es soutenu tout le long du chemin. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions et soumettre tes difficultés dans le groupe d'entraide puisque nous avons un chat privé sur Telegram sur lequel je suis évidemment très régulièrement pour répondre à toutes les questions et venir t'aider à lever tes blocages. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre Mission Sensation Alimentaire. Je te mettrai évidemment les liens utiles en légende de cet épisode. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce nouvel épisode, qu'il va t'aider à avoir ce premier repas de la journée sous un nouveau jour. Moi j'ai envie de dire il est important parce qu'effectivement c'est le premier.
Et chaque repas est l'occasion de s'entraîner justement à déconstruire nos croyances et à faire confiance à son corps. Donc oui, ça peut être un repas vraiment sacré et important si on l'utilise sous cet angle-là. Et moi, je serai heureuse de te retrouver la semaine prochaine. Alors j'ai envie de tester un nouveau format. J'ai créé un répondeur sur lequel tu vas pouvoir me laisser un mémo vocal pour me poser tes questions ou me partager tes blocages. Moi, ce que j'ai envie, c'est de t'entendre toi avec ta voix, tes mots, tes hésitations. Je sélectionnerai un maximum de questions et j'y répondrai la semaine prochaine dans un épisode au tout nouveau format. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.